Bonjour tout le monde. À l'occasion de ce séminaire Foril, je vais donc vous parler du projet sur lequel j'ai travaillé pendant ces 2 dernières années, qui s'intitule donc La régénération naturelle dans les grandes coupes rases, et pour lequel on a déployé un réseau de 12 dispositifs à travers l'Ardenne. Je vais commencer par une petite slide de structure pour que vous sachiez le plan de la présentation et vers où on va. Je vais commencer par un contexte pour expliquer pourquoi on s'est intéressé à cette thématique. Ensuite, je vais présenter l'objectif de l'étude, la sélection des sites, comment est-ce qu'on a procédé, quel type de dispositif on a installé sur chacun des sites, quel type de prise de mesure on prend. Ensuite, avec la première prise de mesure à l'été 2023, comment est-ce qu'on peut décrire l'état de la végétation, l'état initial. Ensuite, je vais présenter les perspectives de l'étude pour développer le projet, et ensuite je vais céder la parole à Joe, qui va donc présenter un projet directement en lien avec ce projet-ci, donc sur les vieilles coupes rases. Pour un peu de contexte, donc ça ne vous aura pas échappé que la question de la régénération des mises à blanc est d'actualité, et pour illustrer ça, donc j'ai repris le graphique de l'évolution des surfaces d'épicéas récoltées en coupe rase entre 2004 et 2021. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'il y a eu entre 2000 et un peu moins de 4000 hectares de coupes rases d'épicéas qui ont été prélevés annuellement depuis le début des années 2000. Et en rouge, ce que vous pouvez observer, c'est depuis 2018, donc depuis la crise des scolites, il y a eu un léger rebond. Et justement, pour illustrer de manière géographique où se sont situées ces coupes rases, j'ai repris ici le tableau des estimations des dégâts de scolites en Wallonie entre 2007 et 2022, donc la partie la plus à droite du graphique. Et ce qu'on observe, c'est que ces coupes rases ont majoritairement été faites dans les zones bioclimatiques d'Ardennes, pour la simple et bonne raison que c'est également dans ces endroits-là qu'on trouve les plus grandes surfaces d'épicéas. Ensuite vient la question, quand on a toutes ces mises à blanc, de comment on va régénérer ces grandes surfaces. De manière conventionnelle, on procède par plantation. On fait une coupe rase et puis on va immédiatement planter. Mais il y a d'autres scénarios qui sont envisageables, notamment de laisser une phase de libre évolution. Après la phase de libre évolution, voir si la régénération naturelle est satisfaisante et dans ce cas-là, la travailler afin de pouvoir reconstituer le peuplement. Et si à la fin de la phase de libre évolution, le peuplement, la régénération naturelle n'est pas satisfaisante, il y a toujours la possibilité d'enrichir par des plantations. Actuellement, ou en tout cas en 2016, ce qui se faisait majoritairement dans les coupes rases, c'était de la plantation. Donc c'est ce qu'on peut voir dans ce tableau, il y a 54% des coupes rases qui étaient replantées et 30% qui étaient régénérées. Mais ces derniers temps, la plantation est de plus en plus remise en cause, notamment pour le coût, l'investissement que ça représente. Et dans le cadre des changements climatiques, il devient de plus en plus compliqué aussi parfois de procéder au choix des essences et d'avoir une certaine garantie sur cet investissement. Pour la régénération naturelle, c'est pas toujours aussi facile que ça, parce qu'elle a un caractère imprévisible et hétérogène qui peut rendre sa gestion compliquée. Donc pour illustrer ça, j'ai repris 2 photos que Hugues m'a envoyées d'une parcelle en régénération naturelle. On voit sur la photo de gauche qu'en termes de densité, en tout cas, la régénération naturelle peut être jugée satisfaisante, même si on peut discuter de la composition. Par contre, un peu plus loin sur la parcelle, sur la photo de droite, il y a un envahissement par la ronce qui donc nécessiterait peut-être un enrichissement. Et donc c'est là c'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre étude, avec notre objectif qui est d'objectiver dans quelle mesure la régénération naturelle, aux besoins enrichis par plantation, peut produire des peuplements de valeur économique, écologique et sociale sur des grandes coupes rases et définir les moyens pour y parvenir. En termes de zone d'étude, on s'est donc limité à l'Ardenne et au plateau de bons sols forestiers. Mais donc comme j'ai montré dans le premier slide, ça représente quand même une grande partie des coupes rases d'épicéas, donc c'est pas une limite trop contraignante. Et donc on s'intéresse aux anciennes coupes rases, aux coupes rases récentes de plus d'1 hectare. Donc on ne va pas être sur des coupes de petites dimensions, pas des trouées, mais déjà des coupes d'une surface relativement grande. Pour la sélection des sites, on a procédé à une présélection par cartographie en utilisant 3 types de cartes différentes. Donc d'une part, les cartes de l'état sanitaire d'épicières de 2021 à 2023. Donc comme son nom l'indique, elle nous donne l'information sur l'état sanitaire d'épicières. Et donc moi, ce qui m'intéressait notamment, c'était les catégories coupées et coupes sanitaires. Donc je pouvais savoir des années 2021 à 2023 quelle était l'épicière qui avait été coupée en coupe rase. J'ai également utilisé la carte des types de stations d'Ardennes afin de pouvoir isoler ces coupes rases sur bon sol forestier, donc sur les plateaux. Et également la carte des zones bioclimatiques. Ça, c'était simplement pour que chaque entité de ma carte ait l'information de la zone bioclimatique, parce qu'après, dans la sélection, j'ai voulu avoir 4 sites d'études par zone bioclimatique, afin que le gradient altitudinal des forêts d'Ardennes soit bien représenté. Et donc ça m'a donné une carte avec un peu plus de 300 entités polygonales qui répondaient à ces critères. Donc les entités, oui, ce sont des polygones comme ça qui vont délimiter, donc c'est en jaune, ce qui est repris sur la carte, ce sont des polygones qui délimitent des coupes rases, et ensuite à l'aide d'images Sentinel-2 extraites par Google Earth Engine, je pouvais voir dans quel mois exactement la coupe rase avait été réalisée. Ici par exemple, on peut voir que la coupe rase, c'est un des sites à Malmedy, a été réalisé entre mars 2023 et juin 2023. Il s'en est suivi donc à la suite de cette carte,
Pour la présélection, ça en a suivi une phase de terrain, donc où j'ai rencontré les agents du DNF pour voir s'ils étaient intéressés par l'installation des dispositifs. Également où j'ai pu observer les conditions d'exploitation, s'il y avait eu un éventuel travail du sol, afin que les différents sites d'études aient des conditions comparables. Et ensuite, on a signé des conventions de partenariat du coup, avec les communes et les gestionnaires pour s'assurer qu'ils étaient d'accord des conditions pour l'étude. Et donc ça nous a mené donc, à la sélection de ces 12 sites donc, que vous pouvez retrouver sur la carte ici à gauche. Donc les 12 sites sont matérialisés par les petits triangles. En fond, c'est donc la carte d'un croisement du masque forestier et du MNS. Et sur la figure de droite, ce que vous pouvez observer, c'est que les sites donc, sont bien répartis sur un gradient altitudinal à partir de 376 mètres jusqu'à 612 mètres d'altitude, que les parcelles, les coupes rases ont des surfaces de entre 1,8 hectares et pour la plus grande 7,6 hectares à Libramont, et qu'en termes de date de coupe rase, la plus ancienne a été réalisée en novembre 2021 et la plus récente a été réalisée en mai 2023. Donc voilà, ça vous donne un assez bon aperçu des sites que nous avons choisis. Pour les dispositifs, donc une fois qu'on avait ces sites d'études qui sont basiquement des coupes rases d'épicéa de plus d'1 hectare, on a installé 10 dispositifs dessus. Un dispositif, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une surface de 50 arts sur laquelle on a installé 32 points d'échantillonnage, donc 32 points sur lesquels on va réaliser nos mesures, dont la moitié sont clôturés. Donc sur un même dispositif, on a deux modalités, une modalité enclos, une modalité exclos, ce qui est repris, donc les 32 points d'échantillonnage sont les 32 points jaunes que vous pouvez observer ici, et le cadre rouge représente la clôture, donc 25 heures de clôture. Ça, ce sont juste deux photos que j'ai reprises pour illustrer un petit peu en pratique ce que c'est. Donc ici, sur la photo de gauche, vous pouvez observer la mise à blanc, une des deux mises à blanc de Saint-Vite, sur laquelle on a installé une clôture que vous pouvez retrouver là. Sur cette photo aérienne prise par Cédric, il n'y avait pas encore les points d'échantillonnage qui avaient été matérialisés par des petits tuteurs jaunes. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'on les aurait vus. Et donc voilà, ici au sein de cette clôture, il y a 16 points d'échantillonnage et 16 qui se trouvent en dehors de la clôture. Et sur la photo de droite, vous pouvez voir juste à quoi ressemblent nos clôtures. Ce sont des clôtures qui sont censées empêcher tout passage de gibier. Donc des clôtures assez robustes de plus de 2 mètres hors du sol, etc. En ce qui concerne la prise de mesure, on prend donc des mesures sur chacun des points d'échantillonnage pour la végétation ligneuse et la végétation concurrente. Alors pour la végétation concurrente, on fait une estimation visuelle des recouvrements par drone blanquette. Donc ça, je n'ai pas réillustré sur le slide parce que j'imagine que vous savez de quoi on parle. En revanche, pour la végétation ligneuse, on fait des estimations de densité de population par la méthode PCQM, qui celle-là du coup est peut-être un peu plus technique. Donc elle consiste à mesurer la distance de la tige la plus proche du point d'échantillonnage. Et on répète ça donc dans chaque cadra, les cadras étant définis par les points cardinaux. Et donc voilà, nous dans le cadre de notre étude, on a décidé de répéter cette mesure pour chaque espèce et chaque classe de hauteur, les classes de hauteur étant 0,25, 25, 50, 50, 100, etc. Donc contrairement aux inventaires habituels où on va compter toutes les tiges qui sont présentes dans une zone donnée, donc simplement le nombre d'arbres sur une surface, ici, dans cette méthode, on calcule la surface moyenne occupée par un arbre, donc juste l'inverse en analyse dimensionnelle, à partir de la distance de cette tige au centre de l'unité d'échantillonnage. Sur le terrain, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Ce que vous pouvez observer du coup sur la photo ici, donc c'est Boris qui fait une des prises de mesure de cet été, c'est qu'il y a un petit tuteur jaune au milieu, donc qui matérialise le point d'échantillonnage sur lequel on va revenir chaque année pour faire les inventaires. Donc quand il est arrivé, il a installé la tige avec le vertex bleu ici, que vous pouvez observer donc, au milieu, au niveau du point d'échantillonnage, et avec une boussole, il a installé à 3 mètres de rayon, aux points cardinaux, les jalons rouges et blancs que vous pouvez observer ici. Donc il sépare les 4 cadrans avec ces jalons-là. Et puis ensuite, ce qu'il est en train de faire sur la photo, c'est que il a dû manifestement identifier une tige ligneuse, et il est en train de mesurer avec le vertex la distance de cette tige au point d'échantillonnage. Ensuite, pour cette même tige, il va prendre deux informations. Donc, il note d'une part la distance, mais également l'espèce de la tige, la classe de hauteur, s'il y a des éventuels dégâts qui sont faits sur les pousses latérales et terminales, et son état général, donc si la tige est dépérissante ou saine. Et toutes ces informations sont notées sur une tablette, sur un questionnaire qui est préfet. Et donc, ces premières mesures prises en 2023 nous ont permis de donner un premier état de la végétation. Donc, ce que vous pouvez retrouver sur ce graphique, c'est les densités de tiges des espèces pour chaque dispositif. Ce qu'on observe, c'est que les densités de tiges sont relativement variables, qu'il y a un des sites où il y a plus de 9000 tiges à l'hectare, et un des sites où on est en dessous de 1500 tiges à l'hectare. En termes des espèces, il y a eu plus de 21 espèces qui ont été inventoriées sur tous les sites, mais une richesse spécifique qui varie de 3 à 12 espèces par site.
Et ce que vous pouvez également observer, c'est que l'espèce dominante dans tous les sites, sauf celui-ci, sauf le deuxième site à Libramont, sont dans tous les autres cas, c'est l'épicéa, ce qui est guère surprenant vu que c'était l'espèce qui composait le peuplement antécédent. Ici, l'espèce la plus présente, l'espèce dominante est le sorbier des oseleurs, probablement parce que c'est le sorbier des oseleurs qui se trouvait en sous-étage de la pessière. Je vous présente également un autre résultat qui est donc la densité de tiges par hectare par classe de hauteur. Qu'est-ce qu'on peut observer sur ce graphique? C'est donc que la majorité des tiges sont relativement petites. Donc ici, on voit les deux premières catégories, c'est 0,25, 25, 50. Un bon indicateur, notre genou se trouve plus ou moins à 50 cm. Donc il faut vous représenter qu'il y a plus de 60% des tiges qui se trouvent en dessous en termes de hauteur de notre genou. Donc on est bien dans les premiers stades de développement et c'est ce qui nous intéressait dans le cadre de notre étude. Puis il y a plein d'autres résultats qui ont pu être générés sur le statut des bourgeons, sur les espèces de la végétation concurrente, sur les différences entre enclos et exclos. Mais voilà, le but de la présentation ici n'était pas vous inonder de résultats, mais d'attiser votre curiosité. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra en parler après, mais j'avais pas envie que ce soit trop lourd. Et donc je passe aux perspectives. Donc la première perspective, c'est donc le projet de plan de relance, que donc Joe va vous présenter juste après, qui donc vise à retracer l'évolution des coupes rases plus anciennes, réalisées entre 1990 et 2015, à l'aide d'images aériennes et des mesures de terrain. Pour nos dispositifs, il y a une deuxième perspective, qui donc est le déploiement de pièges photographiques, qui pourrait nous donner donc un taux de détection ou même des estimations précises d'abondance en fonction du nombre de pièges photographiques qui seraient installés. Et donc ça pourrait être très intéressant parce que ça nous permettrait de mettre en relation la présence du gibier et le type de gibier qui est présent sur les parcelles et la pression qu'on observe sur la végétation. Et enfin, j'ai essayé une troisième perspective autre. Si vous avez d'autres idées à la suite de cette présentation, n'hésitez pas à nous les partager. On pourrait également envisager des études complémentaires. Voilà, j'aimerais finir cette présentation en disant que les informations que j'ai dit ici, il y a même un peu plus d'informations, vont se retrouver dans un article de vulgarisation Forêt Nature, qui seront dans le prochain numéro. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver là. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.